Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans cette capsule pour la Journée des professionnels de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je m'appelle Carlos Ruiz, je suis conseiller aux futurs étudiants et j'ai le plaisir de vous présenter Mme Valérie Noël, conseillère, et Mme Marie-France Larochelle, orthopédagogue pour les services aux étudiants à l'université. Elles vous présenteront alors la thématique d'aujourd'hui, soit les services au soutien aux étudiants en situation de handicap. Et je cède alors la parole à Mme Noël. Eh bien, bonjour, je m'appelle Valérie Noël, je suis conseillère au soutien des étudiants en situation de handicap à l'UQTR. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le fonctionnement des services adaptés dans notre belle université. C'est moi qui vais faire la première partie de cette présentation. Donc, ma collègue Marie-France Larochelle va poursuivre par la suite avec la deuxième partie. Alors, donc, on va parler un peu d'abord je vais vous transmettre un peu des statistiques, plus vous situer par rapport à cette clientèle étudiante en situation de handicap. Qui est-elle? Quelles sont les situations de handicap qu'on rencontre le plus souvent chez ces étudiants-là? Et en quelle proportion on les trouve et dans quel programme département ils sont majoritairement inscrits? Donc, nos étudiants en situation de handicap, les situations de handicap ont, je vous dirais, évolué au niveau de les étudiants qui sont inscrits à l'université. On voyait il y a plusieurs années davantage des étudiants avec des handicaps dits visibles, donc des handicaps plus traditionnels. Par exemple, déficience motrice, déficience visuelle, déficience auditive, une déficience organique qui peut être un trouble de santé physique comme l'arthrite ou une maladie de Crohn. Donc, c'est majoritairement cette clientèle-là qu'on retrouvait dans nos services. On a une clientèle émergente avec des handicaps non visibles. Donc, une forte proportion d'étudiants qui ont un diagnostic de TDA, TDAH, qui peuvent aussi avoir un trouble d'apprentissage, donc dyslexie, dysorthographie, trouble du spectre de l'autisme, également trouble de santé mentale. Je vais vous présenter maintenant l'évolution du nombre d'étudiants qui sont en situation de handicap dans l'ensemble des universités québécoises. Donc, ce n'est pas juste à l'UQTR, c'est l'ensemble des UQ. Alors, vous pouvez voir qu'en 2002-2003, ce que vous voyez en bleu dans le graphique, c'est les étudiants qui avaient un handicap traditionnel. Donc, on voit qu'ils étaient en plus forte proportion que la clientèle émergente. Il y en avait quand même aussi très peu. À partir de 2008-2009, là, on voit que c'est arrivé kiff-kiff la clientèle, les étudiants, en fait, qui avaient un handicap plus traditionnel et les étudiants qui avaient un handicap dit émergent. Et en 2018-2019, c'est une très forte proportion d'étudiants qui ont un handicap émergent par rapport à un handicap plus traditionnel. Au niveau de l'évolution des étudiants en situation de handicap à l'UQTR plus spécifiquement, donc vous pouvez voir en 2019-2020, en fait, la grande proportion de nos étudiants inscrits au service adapté sont des étudiants qui ont un diagnostic de TDA, TDAH et aussi une bonne proportion qui ont des déficiences multiples. Déficiences multiples signifie qu'ils ont plus de 2 diagnostics et plus. Donc, un étudiant peut avoir un TDAH et avoir également un trouble d'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, et peut également avoir un trouble de santé mentale associé, donc 3 diagnostics. Au niveau de la répartition du nombre d'étudiants par département en 2019-2020, donc ce sont des données qui datent de l'année dernière et l'année qui est toujours en cours jusqu'à l'hiver 2020. Alors, on voit qu'il y a une forte proportion qui se trouve dans le département des sciences de l'éducation. Également, une bonne proportion qui se trouve à l'école de gestion, donc par exemple le bac en administration. Et finalement, une autre forte proportion qui se trouve au département de psychoéducation. Donc, ce sont les 3 principaux départements où nos étudiants en situation de handicap sont inscrits. Je vais aborder avec vous maintenant la politique de soutien aux étudiants en situation de handicap. Parce que ces accommodements-là qu'on met en place, ce n'est pas une responsabilité ou une volonté unique de l'UQTR. Il y a des assises légales. Et il s'agit de la politique, finalement, de soutien aux étudiants en situation de handicap.
Donc, les énoncés de principe de cette politique-là. Donc, on souscrit à la politique gouvernementale. Et vous voyez un peu plus bas dans cette diapo-là le cadre juridique sur lequel notre politique institutionnelle est basée. Et je tiens à porter à votre attention le deuxième énoncé de principe. Donc, l'UQTR reconnaît que les étudiants en situation de handicap ont droit à des mesures adaptatives dans le respect des objectifs d'apprentissage visés par les programmes d'études et dans la limite des ressources disponibles sans entraîner de contraintes excessives. C'est très important cet énoncé-là parce que, oui, nous avons une obligation d'accommodement, mais les accommodements demandés par l'étudiant ne doivent pas aller à l'encontre des objectifs d'apprentissage de son cours et de son programme. Alors, ce n'est pas d'emblée parce qu'un étudiant a une panoplie de mesures d'accommodement qui sont recommandées que c'est toutes ces mesures-là qui vont pouvoir être définitivement mises en place à l'UQTR. Le champ d'application de la politique de soutien aux étudiants en situation de handicap, c'est tous les membres de la communauté universitaire qui sont finalement tenus d'accommoder les étudiants qui divulguent leur situation et leurs besoins. Donc, on parle autant des enseignants que des superviseurs de stage, coordonnateurs de stage, services aux étudiants. Vous avez, dans le fond, à droite, la répartition des responsabilités. C'est une responsabilité partagée, finalement, la mise en place d'accommodements pour ces étudiants. Et ces accommodements-là vont être mis en place pour toute activité ou situation vécue en contexte universitaire. Donc, ce n'est pas juste à l'université ici sur le campus, c'est également dans les autres lieux où s'accomplit la mission de l'université. Donc, si l'étudiant, justement, est dans un milieu de stage, il y a des accommodements qui peuvent être mis en place dans son milieu de stage. Si un étudiant fait, par exemple, une session dans une autre université, une université outre-mer en Europe, parfois ça arrive, mais il peut avoir aussi droit à des accommodements via cette mission-là. Comment ça fonctionne pour les étudiants qui souhaitent avoir des mesures adaptées à l'UQTR? Donc, la responsabilité première revient à l'étudiant. C'est l'étudiant qui a la responsabilité de divulguer sa situation. Donc, il doit nous fournir un rapport d'évaluation complété par un professionnel de la santé en mesure d'émettre un diagnostic et des recommandations médicales de mesures adaptées. Il transmet ces documents-là en faisant une demande de service en ligne à l'UQTR. Alors, une fois qu'on a reçu la demande de service de l'étudiant, que son dossier est complet, il y a une rencontre d'accueil avec une conseillère et orthopédagogue. La conseillère, son rôle, c'est d'accueillir et accompagner les étudiants qui vivent une situation de handicap. On va élaborer le plan de service adapté et les mesures adaptées à mettre en place pour cet étudiant-là. Donc, indépendamment des mesures qu'on a sur son rapport médical, c'est vraiment à partir du besoin de l'étudiant, lorsqu'on le rencontre, qu'on va mettre en place les mesures adaptées qui répondent spécifiquement à ses besoins. C'est aussi la conseillère qui va prévoir les ressources humaines et matérielles le cas échéant. Donc, si jamais il y a nécessité de mettre en place des interprètes pour des étudiants qui ont une déficience auditive, preneurs de notes ou des logiciels spécialisés lors des examens, c'est nous à ce moment-là qui allons les fournir à l'étudiant lors de ces examens. Lorsqu'on fait le plan de service adapté, il y a une lettre d'attestation de mesure qui est générée de manière électronique et c'est l'étudiant qui a la responsabilité de diffuser cette lettre-là à ses enseignants au début de la session s'il souhaite justement avoir accès à ces mesures adaptées pour la session qui est en cours. On va aussi discuter avec l'étudiant de certaines exigences là, en lien avec son programme versus ses besoins et ses défis. Vous avez là une liste des mesures adaptées et services offerts à l'UQTR. Comme vous pouvez constater, la liste est très longue. Les gens pensent des fois que les mesures adaptées, c'est plus souvent qu'autrement du temps supplémentaire aux examens. Et oui, effectivement, c'est une mesure qui est assez courante et commune chez nos étudiants, mais il y a beaucoup d'autres mesures possibles à mettre en place. Vous en avez la preuve à l'écran. Donc, on peut avoir besoin d'aide à la manipulation si on a une déficience motrice, chien d'assistance, un système MF si on a une déficience auditive, besoin d'une table adaptée, besoin d'avoir les notes de cours format numérique, besoin de faire ces examens sous format numérique, besoin de logiciels spécialisés
Bref, il y a beaucoup de mesures possibles à mettre en place. On va cibler lesquelles répondent aux besoins de l'étudiant plus spécifiquement. Et vous avez là l'exemple de lettre d'attestation de mesures adaptées de l'étudiant. Une fois que son plan de service est mis en place, c'est la lettre que l'étudiant doit diffuser à ses enseignants. Et cette étape-là est obligatoire pour la mise en place de ces mesures adaptées. C'est sa façon de divulguer sa situation de handicap et ses mesures de besoin, ses mesures adaptées plutôt. La lettre ne mentionne pas le diagnostic de l'étudiant et ni moi ni ma collègue conseillère ne pouvons divulguer ce type d'informations-là. On ne peut que transmettre des informations relatives aux mesures indiquées à cette lettre-là une fois que l'étudiant l'a diffusée. Ce ne sera pas bien long. Donc, je vais laisser poursuivre ma collègue conseillère et orthopédagogue Marie-France Larochelle pour la deuxième portion de cette présentation. Puis, je vais revenir à la toute fin, justement, pour un petit mot de conclusion. Alors, Marie-France, c'est à toi. Bonjour, je suis Marie-France Larochelle, orthopédagogue de formation et conseillère au service aux étudiants à l'UQTR. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques de notre clientèle et des pratiques gagnantes. Donc, qu'est-ce qui est bon à savoir sur nos étudiants? Au fond, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des étudiants qui nous viennent d'un peu partout, qui ont différents niveaux de scolarité, donc qui ont tous un bagage différent. Et chaque étudiant, au fond, est un cas unique. C'est très important d'en tenir compte pour nos interventions. Donc, on peut avoir plusieurs étudiants qui ont un même diagnostic, mais les manifestations seront différentes. Le degré de sévérité aussi peut jouer pour beaucoup dans les manifestations. Donc, l'analyse de chaque situation est requise, mais je vous dirais qu'elle est essentielle et même pour assurer une bonne réussite, un bon parcours scolaire pour ces étudiants. Donc, ça peut être un étudiant qui est en processus d'acceptation. Donc, souvent, quand ils reçoivent un nouveau diagnostic, ils peuvent être en processus d'acceptation de ce diagnostic. Ils peuvent être aussi dépassés par la situation, selon le niveau de sévérité. Ils peuvent être sensibles aussi aux préjugés ou à la discrimination. Et je vous dirais qu'on voit ce genre de situation beaucoup en santé. Donc, plusieurs étudiants ne veulent pas être identifiés à leur diagnostic. Donc, plusieurs aussi ne comprennent pas clairement les conséquences que ça peut avoir sur leur travail. Ils peuvent aussi vouloir ne pas avoir d'accommodement. Donc, peuvent désirer pour commencer leur parcours universitaire sans accommodement. Et ils peuvent aussi avoir aucune difficulté au niveau scolaire. C'est plutôt une difficulté qui va se traduire au niveau de l'anxiété. Nos fameux performants, là, ceux qui ont l'anxiété de performance. Souvent, ce sont des étudiants qui n'ont aucun problème, mais l'anxiété vient exacerber certaines caractéristiques de leur personnalité. Donc, ce sont des étudiants au même titre que les autres, soit des étudiants de la génération actuelle. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Bien, il y a des constats qui ont été faits au poste secondaire. Hein. Évidemment, ce sont de jeunes adultes, donc en quête de liberté, d'autonomie. Pour certains, c'est la première fois qu'ils quittent la maison familiale, donc ils se retrouvent en appartement. Alors, ils peuvent réaliser qu'ils sont peu autonomes. Hein? Il se peut parfois que les parents aient pallié de grande façon à tout ce qui est responsabilité. Ils vont se rendre compte aussi parfois que le talent ne suffit plus. Hein? Peut-être qu'au secondaire, au cégep, ils y arrivaient sans trop d'efforts. Mais maintenant, à l'université, le niveau étant plus élevé, là, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont des difficultés. Ils sont confrontés aussi à certaines difficultés compte tenu de la quantité des textes à lire et des textes aussi à rédiger. Certains n'ont jamais été en contact avec un texte scientifique. Ils peuvent être aussi en très grande difficulté s'ils entrent sur une base d'expérience à l'université. Donc, certains étudiants n'ont jamais été au collégial, n'ont jamais fréquenté un cégep. Donc, ils n'ont pas nécessairement les prérequis aux études universitaires.
Ils doivent aussi faire preuve d'une meilleure planification et organisation. Il ne faut pas oublier qu'ils sont moins encadrés, donc ils peuvent avoir besoin de soutien à ce niveau. Certains ont obtenu un diagnostic aussi plus tôt dans leur parcours scolaire, donc ils peuvent avoir reçu différentes formes d'aide au primaire et au secondaire. Ils ont vécu aussi des réussites, des échecs. Ils sont peut-être plus en mesure de connaître leurs forces, leurs faiblesses pour certaines matières. Mais ils peuvent avoir des belles surprises aussi une fois arrivés à l'université. Certains au cégep ont eu beaucoup de difficultés pour les cours de français, philosophie. Et lorsqu'ils arrivent dans leur domaine à l'université, eh bien là, c'est tout autre chose. Ils arrivent à très bien performer. Donc, la motivation, l'intérêt est là. Ils ont développé aussi des stratégies compensatoires pour pallier à leurs difficultés. Ils peuvent avoir aussi une persévérance qui est hors du commun. Donc, nos étudiants qui sont très autodéterminés. Par contre, pour certains, bien, ça peut être le contraire. Hein? Ils peuvent arriver avec une faible estime d'eux-mêmes à cause des échecs répétés. Donc, ils ont besoin d'être assurés, encadrés. Ils peuvent être, dans le fond, aux prises avec des problématiques diverses. On a aussi ceux qui ont reçu, qui viennent tout récemment de recevoir un diagnostic. Parfois, ils ont une incompréhension de la nature de leurs difficultés. Les spécialistes qui les ont évalués n'ont pas nécessairement pris le temps de leur expliquer. Ils peuvent avoir aussi une non-acceptation du diagnostic ou carrément un soulagement. Enfin, ils comprennent pourquoi il y avait autant de difficultés. Donc, accompagner l'étudiant en situation de handicap ou tout autre étudiant, c'est d'abord et avant tout créer un lien de confiance. On vérifie aussi auprès de lui sa connaissance de sa situation, comment il l'aperçoit, comment ça se manifeste pour lui. On lui fait nommer ses craintes, mais aussi ses besoins. On vérifie aussi souvent la compréhension de l'étudiant, soit d'une situation ou de ce qu'on vient de lui dire. Et il faut miser, bien sûr, sur les forces des étudiants. Qu'est-ce qu'ils utilisent déjà comme stratégie? Qu'est-ce qui fonctionne déjà? Souvent, ces informations-là peuvent être recueillies dans un questionnaire que l'intervenant fait passer à l'étudiant en début de rencontre. Les diverses astuces lors de la rencontre de suivi pour l'aider. Donc, pour aider nos étudiants, premièrement, s'assurer d'avoir l'attention de l'étudiant. Lui donner des consignes ou poser des questions claires et courtes. Laisser un court délai afin qu'il puisse traiter l'information. Il faut laisser le temps, moi j'appelle ça le silence réflexif. Donc, pas vouloir répondre à la place de l'étudiant, mais prendre le temps de le laisser réfléchir. Remettre des documents aussi ou des outils visuels hein, lorsqu'il est stressé, une première rencontre. Donc, c'est toujours important qu'il puisse repartir avec quelque chose de notre rencontre. Même lui laisser prendre des notes lors de la rencontre, hein, en décortiquant bien en étapes ce qu'il a à faire. Donner aussi des exemples concrets qui vont toucher directement sa réalité. Ce qu'il faut surtout se souvenir, c'est que les étudiants en situation de handicap ont les mêmes compétences à atteindre que les autres étudiants. Les mesures, elles viennent pallier à la situation de handicap pour lui permettre d'accéder à son plein potentiel. Par contre, c'est sûr que si les mesures adaptées contreviennent à l'objectif d'évaluation, à la compétence à atteindre, eh bien là, elles devraient être modifiées ou ajustées. Les accommodements ne sont pas nécessairement synonymes de réussite et ça, on prend le temps de l'expliquer à nos étudiants. C'est vraiment une responsabilité partagée. Donc, l'étudiant, lui, doit s'assurer de diffuser sa lettre d'attestation, d'aviser ses professeurs qu'il a droit à des mesures adaptées, de s'assurer de le faire, bien sûr, dans les délais prévus. De la part de l'enseignant, eh bien, c'est de s'assurer pour lui qu'il met en place, il s'assure que les mesures adaptées qui répondent aux besoins de l'étudiant sont mises en place. Donc, il faut pouvoir démontrer que tout a été fait, tout a été mis en place pour assurer que notre étudiant en situation de handicap puisse accéder à son plein potentiel. En cas de litige, il faut être en mesure de prouver que si on n'a pas pu mettre les mesures adaptées en place, c'est qu'il y avait une contrainte excessive.
Maintenant, l'Ordre des professionnels et le marché du travail ont aussi leur part à faire. Et oui, les ordres professionnels sont tenus d'accommoder les étudiants qui en font la demande. Actuellement, chaque ordre analyse les demandes en fonction des critères qui se sont donnés. Par exemple, en chiropratie, le temps supplémentaire à l'examen écrit de l'ordre est permis. Okay? L'accès à l'emploi, oui, c'est possible. Les employeurs ont aussi leur part à faire dans les accommodements. Donc, de nombreux employeurs l'indiquent dans leur offre d'emploi. On vous donne un exemple dans le PowerPoint. Donc, le Centre fiscal de Shawinigan précise que des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Donc, oui, c'est possible, les mesures d'accommodement en milieu du marché du travail, mais aussi lors des stages. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est toujours l'image qui parle en soi. Alors, l'égalité versus l'équité versus la conception universelle des apprentissages. Donc, dans la première image, bien sûr, si on décide d'offrir à tous les apprenants le même type de soutien, on voit bien que ça peut ne pas du tout être aidant pour certains et même favoriser d'autres. L'équité, bien, offrir à chaque apprenant le type de soutien dont il a spécifiquement besoin. Et si on utilisait plutôt la conception universelle, en ouvrant les possibilités à tous, donc ici, c'était plutôt une façon différente d'aborder la conception des apprentissages. Alors, pour poursuivre la conclusion, on a une deuxième image à vous présenter qui, à mon avis, est très, très, très représentative de la conception universelle de l'apprentissage, donc un cadre qui favorise des stratégies d'enseignement et d'apprentissage inclusive et qui prend en compte la diversité des besoins, tant des étudiants qui ont une situation de handicap que des étudiants qui n'ont pas de besoins particuliers. Donc, on voit dans cette illustration-là, il y a un homme qui est en train de ménager l'escalier, un étudiant qui est en fauteuil roulant qui demande « Pourriez-vous dégager la rampe, s'il vous plaît? » L'homme lui répond « Tous ces enfants attendent pour monter les marches. Dès que j'ai terminé, je vais pelleter la rampe pour toi. » Et les autres étudiants répondent « Si vous pelletez la rampe, nous pourrons tous entrer. » Donc, ouvrir le chemin pour les personnes avec des besoins particuliers ouvre le chemin pour tout le monde. C'est juste de vous dire que parfois, la solution inclusive peut être bien simple et répondre à l'ensemble des besoins de tout étudiant plutôt que de tenter de trouver des solutions individuellement pour chacun des étudiants qui sont en situation de handicap. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir assisté à cette conférence. Vous trouvez à cette dernière diapo-là des liens. Si vous voulez davantage d'informations justement sur les services adaptés qui sont offerts à l'UQTR, le premier lien, uqtr.ca, SAE besoins particuliers, vous y trouverez les informations relatives à nos services. Et vous avez deux autres liens aussi qui sont davantage des capsules et des outils pour soutenir en fait souvent les enseignants qui sont à la recherche de stratégies pour soutenir les étudiants en situation de handicap. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Valérie. Nous remercions beaucoup Mme Noël et Mme La Rochelle. C'est une présentation très complète. Nous remercions également tous nos participants d'avoir regardé cette capsule. N'oubliez pas de consulter aussi les autres capsules sur les différents services et programmes qui vous seront envoyés. Nous espérons aussi vous avoir avec nous le 18 septembre pour la journée des professionnels d'éducation qui sera transmise en direct. Donc, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons une très belle journée.